Je m'appelle Hélène Murphy, et le premier signe que mon rôle dans la vie de mon fils avait silencieusement expiré me parvint dans une enveloppe de carton ivoire aux lettres dorées en relief. C'était un mardi de mars, l'invitation était glissée entre une facture d'eau et une circulaire de supermarché. Je l'ouvris avec nonchalance, m'attendant à un énième prospectus immobilier. Mais le papier avait quelque chose de différent, lourd, texturé, volontaire. Monsieur et Madame Jason Murphy ont l'honneur de vous inviter. Je dus lire 2 fois avant de comprendre. Mon fils, Jason Murphy, se mariait. Et c'était ainsi que je l'apprenais. Pas de coup de fil. Pas d'invitation à déjeuner. Pas d'annonce sincère et chaleureuse. Juste une carte formelle, comme si j'étais une parente éloignée dont on se souvenait à peine mais qu'on ne pouvait rayer de la liste. Je restai plantée dans ma cuisine, l'invitation posée à côté d'une pile de factures en retard. Jason avait 28 ans. Il vivait dans un condo en centre-ville, une tour luxueuse aux baies vitrées du sol au plafond, avec service de voiturier. J'y avais mis les pieds une seule fois, brièvement. Il travaillait dans la technologie et gagnait en un mois plus que moi en 6, coincé dans un cubicule qui sentait la moquette usée, à traiter des dossiers d'assurance. Sa fiancée, Barbara, était élégante, assurée. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois, un brunch, puis un Noël. Elle avait regardé mon appartement comme si elle craignait de s'y salir, comme si la pauvreté pouvait se transmettre par contact. Le mariage était fixé au 15 juin, au Magnolia Hill Country Club. Tenue de soirée facultative, disait la petite note en bas. Je n'avais rien d'approprié. Ma meilleure robe, bleu marine, avait 5 ans et venait d'un rayon solde. Je l'avais achetée pour la remise de diplôme de Jason. Pourtant, je caressais doucement la carte, mes doigts suivant les lettres dorées. Mon cœur oscillait entre fierté et rejet. J'étais invitée, oui. Mais je n'avais jamais eu autant l'impression d'être une étrangère dans la vie de mon fils. Ce soir-là, j'appelai Jason. Il décrocha à la 3e sonnerie. « Salut, man, dit-il, la voix distante, distraite, comme toujours. Je l'imaginais en train de faire défiler ses mails ou de taper un texto pendant que je parlais. J'ai reçu l'invitation, dis-je d'une voix faussement enjouée. Ah, bien. Pas de chaleur. Juste une constatation. Félicitations, mon chéri. Barbara semble adorable. Silence. Oui, elle l'est. Écoute, à propos du mariage. J'aimerais aider, l'interrompis-je, déjà debout, stylo en main près de la table de cuisine. Je sais que l'organisation peut être écrasante. Peut-être que je pourrais aider avec les fleurs, ou aller goûter les gâteaux. Man, arrête. Sa voix se fit plus dure. Tout est déjà pris en charge. Les parents de Barbara gèrent tout. Je ne parlais pas d'argent, Jason. Je voulais dire, participer. Une danse mère-fils, t'aider à choisir les boutonnières. Tu sais, être impliqué. On a déjà tout choisi, dit-il en soupirant. Écoute, contente-toi de venir. Mais quelque chose de joli, mais pas, tu sais, trop conservateur. La famille de Barbara est assez traditionnelle. Je comprends, répondis-je d'une voix stable, même si la douleur familière montait dans ma poitrine. Je ne voudrais pas embarrasser qui que ce soit. Ce n'est pas une question d'embarras, marmonna-t-il, puis ajouta vite, laisse tomber. Je dois y aller. Barbara prépare le dîner. La ligne se coupa. Il ne resta que le ronronnement du réfrigérateur et le poids muet de la déception. Je regardai le téléphone dans ma main,
puis l'invitation sur la table. Les mots « tenue de soirée facultative » brillaient sous la lumière de la cuisine. Facultative, peut-être. Mais moi aussi, je l'étais. Après cet appel, je pris une décision. Si j'étais condamnée à être spectatrice au mariage de mon propre fils, j'y entrerais malgré tout, la tête haute. Pendant 3 mois, j'économisais chaque dollar possible. Je sautais des repas. Je marchais jusqu'au travail au lieu de prendre le bus. Je résiliais mon abonnement au câble. Je découpais des coupons avec précision, comptais chaque centime, dis non à chaque petite indulgence. En mai, j'avais réuni assez pour acheter une robe. Pas n'importe quelle robe. Une robe qui me ferait sentir que j'avais ma place dans une salle remplie de membres de clubs privés et de marques de luxe. Je choisis une longue robe vert émeraude, simple mais élégante, dans un grand magasin où je n'avais jamais osé entrer. Elle coûtait plus cher que tout ce que j'avais dépensé pour moi depuis des années. J'achetais des chaussures assorties, petits talons, accents argentés. Je fis coiffer mes cheveux gris pour la première fois depuis une décennie. La coiffeuse ajouta des boucles souples, quelques mèches discrètement éclaircies. Quand elle me tourna vers le miroir, je me reconnus à peine. Un instant, j'osai imaginer le regard de Jason. Peut-être une lueur de surprise. Peut-être qu'il me dirait « Tu es belle, Umman ». Peut-être qu'il me présenterait à ses beaux-parents avec une pointe de fierté. Ce matin-là, devant mon miroir, je caressais l'encolure de ma robe et respirais profondément. La femme qui me fixait n'était pas seulement la mère de quelqu'un. Elle était digne, présente, entière. Quoi qu'il advienne ce jour-là, j'allais entrer dans ce mariage en sachant que j'avais fait tout ce que je pouvais. Pas pour Jason, mais pour moi. Parce que parfois, la dignité est le seul cadeau qu'il reste à s'offrir, lorsque les autres ont oublié notre valeur. Le country club ressemblait exactement à ce que j'imaginais. Des pelouses impeccablement taillées, un lac étincelant au loin, des voitures de luxe alignées dans l'allée circulaire BMW, Mercedes, même quelques Tesla. J'avais lavé ma Honda Civic de 15 ans la veille, espérant qu'elle se fonde dans le décor. Elle ne se fondit pas. À l'intérieur, le hall brillait de sol en marbre et de lustre en cristal. Les invités se mêlaient en robes de créateurs et smokings sur mesure. Leur rire résonnait contre les plafonds voûtés. Je marchais lentement, mes talons claquant sur le sol poli, essayant de ne pas trop sentir mon décalage. Je repérai Jason près de l'escalier. Resplendissant dans un smoking noir, ses cheveux sombres parfaitement coiffés, son sourire large alors qu'il riait à quelque chose dit par le père de Barbara. Barbara se tenait à ses côtés, radieuse dans une robe qui semblait sortie tout droit d'un magazine de mariage. Ils avaient l'air de poser pour une couverture. Je m'approchai, le cœur serré comme un poing. Les yeux de Jason croisèrent les miens. Son sourire vacilla non pas d'émotion ou de tendresse, mais d'une expression qui ressemblait étrangement à de la crainte. « Man, dit-il d'une voix soigneusement neutre. Tu es venu ? Tu es si beau, répondis-je, tendant la main pour ajuster son nœud papillon comme je l'avais fait des centaines de fois quand il était petit. Il recula légèrement, rompant le contact. Merci. Tu es jolie. Le « joli » dura juste assez pour me piquer. Le père de Barbara tendit alors la main. Vous devez être la mère de Jason. Tom Whitmore. Hélène Murphy, répondis-je en serrant sa main. Félicitations pour avoir gagné un gendre aussi merveilleux. En effet, dit-il avec un sourire poli avant de se tourner de nouveau vers Jason. Je restai un instant, puis me retirai discrètement.
et, tout aussi discrètement, je me fondis dans l'arrière-plan du mariage de mon fils. La salle de réception était un chef-d'œuvre de luxe discret. Des nappes blanches recouvraient les tables rondes, la verrerie de cristal scintillait sous les lustres, et d'immenses compositions florales embaumaient la pièce de rose et d'eucalyptus. Chaque table avait un carton nominatif. Je trouvai le mien à la table 8, tout au fond de la salle, juste à côté des portes battantes menant à la cuisine. Les autres invités de ma table étaient des inconnus. Une vieille dame appareillée d'un sonotone. Un couple mal à l'aise dans leur tenue de soirée. Et plusieurs chaises vides qui le resteraient. Nous étions clairement les oubliés. À l'avant, trônait la table d'honneur. Jason et Barbara au centre, entourés de sa famille à elle. La table 1 regroupait les amis proches des Whitmore. La table 2, les copains de fac de Jason et leurs épouses. La table 3, les sœurs de sororité de Barbara. Tout était un schéma de proximité, à l'importance. Je m'assis discrètement, tentant de ne pas me sentir humilié. Une femme d'une soixantaine d'années s'approcha, l'air hésitant. « Êtes-vous la mère de Jason » demanda-t-elle avec un sourire doux. « Je suis Margaret, la grande-tante de Barbara. Puis-je m'asseoir à vos côtés ? Je ne connais personne ici. » Bien sûr, répondis-je, soulagé de voir un visage amical. Elle s'assit et se pencha vers moi. Tout cela est très beau, mais, pas vraiment mon monde. Vous comprenez ? Oui, murmurai-je avec un léger sourire. Mais c'est le jour spécial de Jason. C'est ce qui compte. L'heure du cocktail s'étira. Je regardais Jason traverser la salle comme un politicien aguerri, il serrait des mains, riait, posait pour des photos. Il prit le temps pour tout le monde, sauf pour moi. Je me dis qu'il viendrait plus tard, qu'il était simplement absorbé par l'instant. Je me disais que je gardais le meilleur pour la fin. Mais, minute après minute, un vide s'ouvrait en moi, lent, profond, familier. La vieille douleur, être oublié par la personne qu'on aime le plus. Le dîner commença avec une élégance étudiée. Les serveurs en uniforme impeccable circulaient comme des engrenages bien huilés, d'abord la table d'honneur, puis les tables 1 à 7. À la nôtre, nous attendions patiemment. Margaret reçut son assiette, la première tiède mais mangeable. Puis ce fut celle de la vieille dame, ensuite celle du couple nerveux. Et puis, rien. Un jeune serveur s'approcha, embarrassé. « Je suis désolé, madame. Il y a eu un contretemps en cuisine. Votre plat arrive dans quelques minutes. » 20 minutes passèrent. Puis 30. Autour de nous, les invités finissaient leurs assiettes, levaient leurs verres, riaient à des blagues que je ne comprenais pas. Je restais assise devant une place vide, le ventre creux, la fierté s'amenuisant à chaque seconde. Finalement, un autre serveur m'apporta mon assiette. Le saumon était froid, les asperges molles, les pommes de terre semblaient gratter du plat de quelqu'un d'autre et laissées sous une lampe chauffante. Margaret jeta un coup d'œil et murmura. « C'est inexcusable. » Mais je souris et répondis. « Ce n'est pas grave. Je suis juste heureuse d'être là. » Un mensonge. Un mensonge auquel je m'étais habituée. J'étais à moitié dans mon saumon froid lorsque j'entendis la voix de Jason résonner. Il s'était levé, préparant son discours de remerciement. Mais avant de s'adresser aux invités, il se pencha vers Barbara, assez fort pour que les tables voisines entendent. « Tu as vu ? Ils ont enfin apporté de quoi manger à ma mère, lança-t-il avec un sourire narquois. Elle est habituée à manger les restes que la vie laisse. Ça ne la dérange pas.
Barbara éclata d'un rire aigu, cassant. Quelques autres l'imitèrent, suivant son exemple. Je reposai ma fourchette. Mes mains restaient stables, mais en moi, quelque chose venait de se briser. Margaret, horrifiée, demanda. A-t-il vraiment dit ça? Ça va, répondis-je encore. Mais les mots me brûlaient la bouche comme des cendres. Car cette plaisanterie, c'était la vérité. Au moins, la vérité de la façon dont il me voyait. Après le dîner, les lumières s'adoucirent, la musique monta. Jason et Barbara entrèrent sur la piste pour leur première danse, glissant ensemble comme un couple de cinéma. Depuis mon coin, je les regardais, un sourire poli aux lèvres, les mains croisées sur mes genoux. Ma robe, mes cheveux, mes chaussures, tout choisi avec soin pour un instant que je croyais important. Puis vinrent les danses des parents. Tom, le père de Barbara, la fit tournoyer avec aisance, fier et élégant. Ensuite, la mère de Barbara prit la main de Jason, se balançant lentement avec lui, pleine d'émotion. J'attendis. J'étais sûre que mon fils viendrait me chercher. J'étais sûre qu'il ne m'avait pas oublié. J'avais tant de fois imaginé ce moment. J'avais même répété quelques pas seul dans mon petit appartement, dansant sans partenaire, laissant ma vieille playlist remplir le silence. Mais à mesure que la soirée avançait, d'autres parents, cousins, amis, entraient sur la piste, riant sous les lumières dorées. Jason ne m'adressa jamais un regard. Pas de main tendue, pas de signe de tête. Pas de danse mère-fils. Il était trop occupé, trop célébré, trop absorbé par la vie qu'il avait construite, une vie où je n'existais qu'en marge. Et je compris enfin. Je n'étais pas invité à participer. J'étais seulement invité à observer, en silence, depuis l'ombre. Margaret se pencha vers moi. Ça va, ma chère? Je regardais la piste, les rires, les robes tourbillonnantes, l'homme qui avait été mon petit garçon et qui dansait maintenant dans une vie où je n'avais plus de place. Pour la première fois de la soirée, je me sentis entièrement claire. Je vais parfaitement bien, répondis-je. Et pour une fois, je le pensais vraiment. Je me levai, lissai une dernière fois ma robe émeraude et me dirigeai vers la sortie. Personne ne remarqua mon départ. Pas Jason. Pas Barbara. Pas une seule âme. Chez moi, l'appartement paraissait plus silencieux que jamais. Je posai mes chaussures sur le tapis élimé, accrochai ma robe émeraude au crochet derrière la porte. Puis je m'assis à la table de cuisine, encore maquillée, encore coiffée, mais vidée de toute énergie. Les événements de la journée tournaient dans ma tête. L'invitation glaciale. La table reléguée au fond. Le saumon froid. Et, par-dessus tout, les rires de Barbara et de Jason à mes dépens. Je restai ainsi des heures, immobile, les mains jointes. Puis, dans le silence, une pensée claire s'imposa. Assez. Pas une colère explosive, pas une scène dramatique. Simplement, la fatigue de toute une vie. Le lendemain matin, je sortis du tiroir une pile de papiers à lettres oubliées. J'ouvris un stylo et, d'une main étonnamment stable, j'écrivis. Jason. Hier, j'ai assisté à ton mariage. Je t'ai vu sourire, rire, rayonner. Tu étais magnifique, et j'ai ressenti une immense fierté d'avoir élevé un fils qui avait atteint tant de choses. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Je me suis sentie étrangère à ta vie. Pas seulement hier, mais depuis des années. J'ai tenté de rester présente. J'ai répondu au téléphone, même lorsque tu n'appelais que rarement. J'ai proposé de t'aider, de participer, de partager ne serait-ce qu'une petite part de tes joies.
Hier soir, tu as eu l'occasion de m'accorder un instant. Un regard. Une danse, un signe que j'avais encore une place à tes côtés. Au lieu de cela, tu as choisi d'en rire, de rire de moi, devant d'autres. Jason, j'ai supporté beaucoup de choses. La distance, l'indifférence, les excuses hâtives, les promesses jamais tenues. Mais hier a été une frontière. Tu m'as montré, sans l'ombre d'un doute, que dans ta nouvelle vie, je ne suis pas une mère, ni même une proche. Je suis une relique, tolérée par obligation, facile à oublier, facile à humilier. Je ne peux plus continuer ainsi. Je t'aimerai toujours. Je te souhaite bonheur et prospérité. Mais je ne resterai plus debout dans les ombres, à attendre une reconnaissance qui ne viendra jamais. Je t'ai donné tout ce que j'avais en tant que mère. Il ne me reste rien à donner. À partir d'aujourd'hui, Jason, considère que tu n'as plus de mère. Hélène. Je posai le stylo. Aucune larme ne vint. Aucune hésitation non plus. Je pliai la lettre, la glissai dans une enveloppe, et l'envoyai le jour même. Le soir suivant, mon téléphone vibra. Jason. Je laissai l'appel filer vers la messagerie. Il laissa un message. Man, j'ai reçu ta lettre. Tu dramatiseuse. Hier, c'était juste une plaisanterie. Barbara a ri, mais ça ne voulait rien dire. Arrête de tout prendre personnellement. Écoute, on en parlera plus tard, d'accord. Je ne rappelais pas. Le lendemain, un autre message. Tu es vraiment blessante, tu sais. J'ai besoin de toi dans ma vie, mais pas comme ça. Sois raisonnable. Encore une fois, je ne répondis pas. Le troisième jour, aucun appel. Puis une semaine passa. Puis 2. Puis 1 mois. Et le silence devint définitif. La maison fut mise en vente au début de l'été. 2 offres arrivèrent presque aussitôt, l'une dépassant de 115 000 $ le prix demandé. J'acceptai. Le 20 juillet, la vente fut conclue. J'avais rangé soigneusement mes affaires, trié 30 années de souvenirs, rempli des cartons de ce qui avait jadis constitué ma vie. Chaque objet emballé me semblait plus léger que le précédent. Ce n'était pas une perte, c'était une libération. Avec l'argent, je déposai une avance pour un petit appartement meublé à Savannah, à 4 rue de la Rivière. Un quartier calme, des maisons anciennes aux façades colorées, des passants qui saluaient d'un signe de tête. Ce n'était pas luxueux. Mais c'était à moi. Savannah m'accueillit avec une chaleur nouvelle. Pas seulement la chaleur lourde du sud, mais une chaleur humaine, vivante. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais à ma place. Je trouvai un emploi à temps partiel dans une librairie locale tenue par une femme nommée Rita. Elle m'embaucha au terme d'une conversation de 10 minutes. Vous semblez être quelqu'un qui comprend que les livres ne sont pas de simples marchandises, dit-elle. Elle avait raison. Entouré de récits, de pages et d'encre, je respirais enfin librement. Mes journées étaient faites de lecture, de sourires échangés avec les clients, de promenades au bord de l'eau. Le soir, je préparais des repas simples, puis m'asseyais sur une balançoire de porche achetée d'occasion lors d'un vide-grenier. Là, je lisais à la lumière dorée du crépuscule, bercé par le clapotis de la rivière. Pendant 3 mois, Jason ne donna aucun signe de vie. Pas un appel. Pas une lettre. Pas une trace de son existence. Puis, un jeudi après-midi d'octobre, Rita m'apporta un petit papier griffonné. Un homme a appelé pour vous, dit-elle. Il a dit qu'il était votre fils. Il avait l'air désespéré.
Je pliai le message et le glissai dans ma poche. 2 jours plus tard, Jason se présenta en personne. Il paraissait plus petit, plus maigre. Ses traits tirés, ses yeux creusés d'ombre, ses chaussures coûteuses mais éraflées. Sa voix se brisa lorsqu'il prononça mon nom. Maman, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler? Je lui répondis que je terminais le travail à 18 heures, que le café voisin fermait à 19 heures et qu'il aurait 1 heure. Le soir venu, nous étions assis face à face. Il bafouillait, choisissait ses mots avec soin, comme un discours répété. Tu me manques, dit-il. Tu me manques, j'ai besoin d'une mère qui croit en moi. J'ai toujours cru en toi, répondis-je doucement. Mais la croyance sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. Il demanda comment réparer, comment recommencer. Je secouai la tête. Tu ne peux pas, Jason. Pas parce que je te hais, mais parce que je suis déjà parti. Et tu ne l'as remarqué que lorsque les avantages se sont arrêtés. Quand je quittai le café ce soir-là, la nuit de Savannah était douce, presque tendre. Jason resta assis, seul, les épaules voûtées. Moi, je marchais d'un pas ferme. Je ne me retournais pas. J'avais passé 30 ans à accepter les restes. Désormais, c'était moi qui dressais la table. Et cette fois-ci, je choisissais enfin où m'asseoir.